déjà dire en préambule que je suis au bord de l'Alzheimer et que j'ai pratiquement tout oublié, ou beaucoup de détails. Bon, il me reste quelques-uns, on ne sait jamais pourquoi. Comment j'ai connu Paul et comment je suis entré chez POL, comment je me suis mis à écrire. Mais écoute, il faudrait remonter assez loin. J'ai connu Paul tout d'abord par Émile Landon, ça c'est sûr, qui était une très bonne amie, qui est une amie peintre, écrivain, artiste, que j'ai connue, le jour où je l'ai connue, elle était enceinte. Elle avait une robe avec une sorte une terre. La terre, c'est une planète sur son ventre. Et donc je l'ai connu l'âge qu'a John, c'est-à-dire il y a 35 ans, quelque chose, ou 36 ans. Donc Amy était très amie à moi. Bon, il était marié, elle avait eu John, on s'amusait beaucoup, c'était la bohème, la jeunesse, on faisait beaucoup de fêtes. Et peut-être vers la fin des années 90, elle nous parlait souvent, elle était très amie de Thierry Fourreau, qui était le graphiste de POL. Ils avaient été ensemble à l'école ou quand ils vivaient en banlieue. Et elle nous parlait souvent, il y a un éditeur POL. Moi à l'époque je connaissais ni POL, je connaissais pas grand-chose. Et jusqu'à qu'un jour, elle a dit « Ah, je me suis mis à sortir avec Paul Tchaikovsky, il est sublime, il est génial, elle était complètement amoureuse. » Et je lui avais demandé ça j'ai oublié beaucoup de choses, mais je lui ai demandé « Mais Amy, mais quel âge il a cet homme ?»« Ah, il a 53 ans. » Je dis « Mais c'est pas possible, Amy, 53 ans, tu vas sortir avec un retraité, avec un vieillard. » Aujourd'hui, j'ai 63, je comprends que 53, j'aimerais bien avoir 53 ans aujourd'hui. Mais quand on a 30 ans, 53, ça vous paraissait vraiment très très vieux, très très vieux. Donc elle s'est mise à sortir, c'était un peu secret, à la fin ça s'est stabilisé, et à l'époque on venait d'ouvrir un espace, on appelait la galerie, c'était comme la galerie d'art. Sauf que c'était pas une galerie d'art, c'était un espace de rencontres. On faisait des rencontres littéraires, des rencontres avec des associations, des expositions, des concerts, des projections. Et un jour, Amy est arrivée avec Paul. Et c'est ces jours-là, à la fin des années 90, que je l'ai vu pour la première fois. Bon, alors on l'a connu. Bon, Paul arrive, il était quand même assez... On voyait qu'il était assez halluciné par l'espace. Il disait, mais c'est qui ce mec ami d'Amy, c'est qui un peu post-punk, un peu sans présent ni futur, mais c'est quoi ce couple qui a un espace souterrain, qui fait une exposition, à ce moment-là, je me rappelle, il y avait une exposition de Suzanne Hay, qui est une peintre allemande, réaliste, qui d'ailleurs est morte, mais bon, ça c'est une autre histoire, qui est morte noyée en sauvant ses enfants dans un lac au Portugal, mais c'est une autre histoire. Donc Paul, on voyait qu'il était un peu halluciné, mais c'est quoi, toute la galerie était couverte de tableaux d'hommes nus, puisque le peintre Suzanne peignait des hommes nus vraiment sur le vif. Donc il y avait des hommes nus dans toutes les postures, courbées, un peu théâtrales, un peu. Donc ça, c'est la première fois que j'ai vu Paul. Au début, Paul était quand même assez, en général, ce jour-là aussi, il était assez réservé. C'était pas quelqu'un qui au départ c'était pas un Méditerranéen, on va dire. Il était quand même assez réservé. Il se demandait, mais où suis-je, qui sont ces gens? Il nous regardait un petit peu. Il savait qu'avec Amy, on faisait des fêtes et on s'amusait beaucoup. Donc il était un petit peu comme ça, perplexe, dubitatif. Mais petit à petit, écoute, Paul, toute personne qui l'a connu sait que c'était quelqu'un d'absolument bon et généreux et observateur. Donc peut-être au départ il était en période d'observation, il analysait. Et certainement nous aussi. Je me disais, bon, finalement il est vieux.
plus que 53 ans à 30 ans, c'est très vieux, mais quand même, il est charmant. Il a une voix, écoute, dès qu'il parlait, c'était assez extraordinaire. Paul, il aurait dû être acteur peut-être, ou au moins de doublage, parce que sa voix était extraordinaire. Et son français, sublime, quoi, le français. Moi qui suis espagnol, j'apprécie quand un français parle une langue pure, tu vois, avec les mots et la prononciation. Donc ça, c'est partie 1. Pause. Donc ça, c'était fin des années 90. Donc petit à petit, bon, on a commencé à dîner ensemble de temps en temps, à aller à des soirées POL ou à des présentations, ou aller au cinéma, ou je sais pas, ou à sortir, toujours à s'amuser, parce qu'avec Paul et Amy, il y avait quelque chose qui est sûr, c'est qu'on était assuré de s'amuser beaucoup, et de ne pas savoir à quelle heure on allait rentrer, ni par où on allait passer, ni où on allait dîner, et ça c'était assez plaisant, assez plaisant. Paul, il avait une grande capacité, beaucoup d'imagination, une grande capacité de se laisser aller au moment présent. Il n'avait pas d'heure de rentrée, même s'il travaillait tous les jours. Évidemment, ici, je ne sais pas quelle heure il arrivait, le matin, mais tous les jours, il allait se lever, tout frais, mais tous les soirs, ou presque, on finissait dans des états assez particuliers. On finissait en dansant à la galerie. Bon, peut-être il passait par hasard, tiens, on passait par le quartier, on buvait une bouteille, puis 2, puis 3, allons au restaurant, on revenait à la galerie, on finissait tous en train de danser ou à faire n'importe quoi. Donc ça, c'est le fur des années, quand même pas mal de mon premier livre, je crois que c'est 2014, donc il y a quand même presque 20 ans d'amitié, de voyage. On était devenus très amis. Peut-être dire qu'avec Paul, en tout cas avec nous, on n'avait jamais de conversation très, on va dire, non pas profonde aussi, mais jamais des conversations de culture ou de littérature ou d'art. C'était tout le temps une ambiance tranquille, libre, sans voir ce qu'on savait, ni ce que... Jamais il nous a montré, à Serge et à moi, ce qu'il savait, ou qui il connaissait, où il allait. Jamais, toujours très discret, très sobre. Donc ça, c'était toujours un plaisir. En revanche, peut-être, quelque chose, pendant tout ce temps d'amitié, autant il était affable et gentil avec nous et avec ceux qui le connaissent, avec Amy, avec John, qu'il a élevé, on peut dire, ou en partie. Avec les étrangers, c'était quand même assez dur. Moi, au début, je lui disais, ah tiens, je te présente le peintre, ou je te présente je sais pas qui. Et là, il se fermait. Moi, je dis, mais j'avais honte, parce qu'il se fermait devant la personne, comme si c'était, je sais pas, un ennemi, un Allemand pendant la guerre. Et évidemment, petit à petit, j'ai compris que tous les gens, pas tous, mais une grande partie du monde parisien qui nous entourait, avait un manuscrit sous le manteau, ou avait sa femme qui avait un manuscrit, ou avait un fils qui avait un manuscrit, ou sa grand-mère, ou son voisin, et c'était insupportable. Moi, avec Serge, on a eu cette galerie, on connaissait à notre mesure le poids de tous les artistes par des traquenards et des façons incroyables de finalement te sortir un dossier. Donc on connaissait un peu, mais avec lui c'était impossible. Donc j'ai compris que s'il était vraiment antipathique, et il savait être, il se fermait comme une huître. Bon, c'est un peu bateau, mais il se fermait comme une huître. Tu pouvais pas lui sortir un mot, et la personne partait en courant. Et au début, ça me choquait. Moi qui suis un peu diplomatique, j'aime que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de dureté. Donc, voilà. Bon, chapitre. Voilà, bon, on était amis, on se voyait souvent, peut-être, on va dire en moyenne une fois par semaine, ou une fois tous les 10 jours, on se voyait beaucoup.
Et un jour, Amy devait faire une exposition dans le Pays Basque, je ne me rappelle plus quelle ville, et elle nous avait commandé, à Serge et à moi, de faire une vidéo, une petite vidéo, je ne me rappelle plus pourquoi, une petite vidéo. Donc j'en avais fait une où j'avais écrit quelques petits textes, des textes de 2 ou 3 pages, avec des anecdotes un peu de mon passé. Et on l'avait monté avec Serge, qui est monteur de cinéma aussi. Et on avait montré le film, et Paul, même avant de montrer le film, je lui avais envoyé pour qu'il corrige ou pour qu'il me dise ce qu'il pensait. Et là, il m'a appelé peut-être à 2h du matin, mais Kiko, c'est quoi ces textes? C'est toi qui les as écrits, c'est incroyable, j'en veux 70, j'en veux 100. Donc c'est là que ça a commencé. Donc on s'est revus, il m'a dit oui, c'est très bien, c'est extraordinaire, j'adore. Je lui ai dit, mais c'est pas du tout POL, toi qui es quand même un puriste de la littérature, moi j'ai jamais écrit à part des lettres. Et il m'a dit non, si, je veux, continue, fais quelques textes et tu me les montres et on voit qu'est-ce que ça peut donner. Donc j'ai écrit encore quelques textes et il m'a donné rendez-vous ici, au bureau POL, où je pouvais venir en invité. Tu vois, quand je venais ici, je venais complètement insouciant, boire des verres pour un prix, une fête, un anniversaire. Mais ce jour-là, évidemment, je venais en tant qu'auteur. Donc, et connaissant Paul et même la double personne de Paul, l'homme privé, affable, doux, aimable, et l'homme de travail, l'homme professionnel, très exigeant et pas du tout prêt à faire des concessions. Donc je savais que c'était un rendez-vous un peu compliqué. Donc j'oublie pas, ça m'a fait rire, j'oublie pas l'entrée par la cour du 33 rue Saint-André-des-Arts, où je me suis pris les pieds dans un pavé, et ça m'a fait rire parce que dans un film que lui après il a fait, qui s'appelait Éditeur, un peu sur sa vie d'éditeur, le film, le protagoniste arrive dans les bureaux et il se prend les pavés, donc ça devait être assez commun. D'ailleurs, je me suis pris les pieds, je t'ai vu, Jean-Paul Hirsch, que j'avais connu, et on était amis, mais tout à coup, je me suis vu surveiller, je me suis dit, oh là là, bon, je suis rentré comme on va presque à l'échafaud. J'ai passé le bureau de Thierry, qui était à l'époque, il était dans sa fumée, je suis passé devant, je suis passé le bureau de Viebeke, qui a levé ses yeux, je me suis dit, merde, au secours, qu'est-ce que je fais? J'entre, je lui dis bonjour, non, je continue, bon, il m'a regardé comme ça, avec son regard de dragon de Stockholm, et enfin, je suis arrivé au bureau de Paul. Bon, évidemment, on s'embrasse, très, très gentil, je peux fumer, je fume, bien sûr. Et il me met, je pensais qu'il allait resté à son bureau, et moi de l'autre côté du bureau. Non, il me met une chaise au milieu, un peu comme une sorte de happening théâtral ou de répétition théâtrale, une chaise en face. Il avait les papiers, le petit manuscrit que je lui avais envoyé. Et là, il les lâche par terre, paf! Et il dit, non, c'est pas possible. Kiko, c'est pas possible, tu n'as rien compris. En fait, j'avais écrit quelques textes, d'autres textes entre-temps. Il m'a dit, tu n'as rien compris. Et comment résumer l'heure, parce que ça a été une heure vraiment de reloj, comme on dit en espagnol, une vraie heure, c'était 60 minutes, face à Paul. Et en une heure, moi je disais rien, lui parlait, très sérieux, et il m'a dit, pour résumer, la littérature, c'est le pire ennemi de la littérature, ça je ne dirais pas. Pas de description, pas de narration, surtout pas de commentaires. Alors je disais non, pas de narration, pas de description, pas de commentaires. Alors qu'est-ce que j'écris? Je peux pas écrire puisque il faut bien soit raconter quelque chose, soit la décrire ou soit donner son avis. Il m'a dit non, ne t'attarde pas. En fait, va au grain, sois toi-même. N'essaye pas de paraître, n'essaye pas de composer. C'est ce que j'ai compris en fait. Donc je ne sais pas en fait ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas souligné des phrases. Il ne m'a pas dit ça c'est bien, ça c'est. En fait, il a laissé par terre et je suis reparti tétanisé. Et peut-être ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'il voulait
simplicité, une sincérité qui est évidemment très facile à dire, mais c'est très compliqué à faire, que ce soit en littérature, en peinture, en musique. En fait, comment trouver, ça c'est une phrase très Paul Tchaikovsky, comment trouver la note juste. Il parlait souvent de la note juste et il pouvait trouver, je sais pas, un manuscrit sublime d'un télo, le meilleur, et dire, bah non, ça sonne mal. Et en fait, il cherchait la note juste et je pense qu'il m'a communiqué. Après, je me rends compte que très souvent, je n'arrive pas à faire et parfois, ça arrive. 3e chapitre. Et j'apporte Sauf qui peut Madrid. Pas beaucoup de temps après, c'est allé assez vite. Hein. Et je lui apporte, pourtant j'avais la galerie, etc. J'étais pas concentré qu'à écrire Sauf qui peut Madrid. Donc je lui apporte non, en fait, je lui envoie plutôt par PDF. Et le jour, pas le jour suivant, le même jour, la nuit, il m'appelle en disant c'est génial, c'est très très bien. Reviens, on va corriger des coquilles en fait. Surtout ne le montre à personne, parce que moi, comme je suis espagnol et que je ne suis pas spécialiste en écriture, j'aurais tendance à dire à des amis, je sais pas, un ami prof, tu peux me corriger, un peu comme un élève, un enfant, tu peux me corriger les fautes, mais ça m'avait interdit que quelqu'un lise et surtout me corrige. Il voulait ma façon de parler et mes tournures bizarres. Et pratiquement, il les a toutes laissées. Il a corrigé des coquilles où il m'a dit non, ici il y a une répétition, tu n'as pas parlé de ce personnage. Bon, des petits trucs comme ça. Et il a publié. Sauf qui peut Madrid est sorti en 2014. C'était la rentrée où il y avait Le Royaume d'Emmanuel Carrère qui sortait en septembre. Donc il y avait toute la presse, le bureau POL, il était. Je venais évidemment signer pour la presse ou venir. Et tout le monde c'était la ruche avec Le Royaume d'Emmanuel Carrère. Donc Sauf qui peut Madrid est sorti en octobre 2014. Bon, au début, il ne se passait pas grand-chose, mais très vite, 20 jours ou même pas un mois après, la Maison de la Poésie qui m'invite, d'ailleurs le premier comme ça, qui trouve le livre, il m'invite à la grande salle. Et peu de temps après, 2 pages de Philippe Lançon dans Libération avec photos, puis Le Monde, L'Express, France Inter. C'était une avalanche de presse et de louanges. Et bon, j'étais invité partout, il y avait des articles partout. Et ça, écoutez, tout était très paradisiaque. On a continué à faire la fête, bien sûr. Donc ça, c'est le premier, ça c'est Sauf qui peut Madrid. Avec les éditions POL, on a commencé à travailler ensemble à la galerie, avec Serge Ramon, mon ami, mon associé, dans cet espace d'exposition, de projection, etc. C'était en 2011 et on avait réuni le prix Renaudot qu'avait eu Emmanuel Carrère et le prix Médicis qu'avait eu Mathieu Lindon. Donc là, ça avait été une fête assez mémorable. Donc il y avait je ne sais pas combien de personnes. Et à partir de là, POL a commencé, on va dire, à organiser la plupart de ces fêtes, de ces réunions à et off, dans notre espace. Il y a eu, pour mémorable, il y a eu les 30 ans de la maison d'édition. Là, c'était vraiment très difficile. Nous, on insistait qu'attention, c'est un espace de 250 mètres carrés, attention, il faut limiter les invités, mais évidemment, c'était très difficile. Il y a trop d'auteurs, trop de journalistes, trop d'amis. Bon, à la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait peut-être 700, 1000 personnes, je ne sais pas. On est serré. Il y a quelques photos où on voit rien. Il y a tellement de monde qu'il n'y a aucune perspective possible. Là, c'était vraiment, on avait recouvert un mur avec plein de phrases, un mur très très grand avec plein d'extraits de phrases, une phrase par auteur ou une phrase plutôt par livre, depuis les 30 ans. Donc c'était vraiment très très beau, un peu abstrait. Tout un fond avec des phrases. Après, il y avait un autre mur avec les initiales POL, avec le logo fameux du jeu de Go.
enfin, il y avait John, la fille d'Amy, qui avait appelé ses copines, ses jolies copines du 9e arrondissement, qui servaient, tout le monde était beau, tout le monde était heureux. Au début, puisque petit à petit, la fête est déclinée, on a fini peut-être à 7h, 6h du matin, je ne sais, 7h, 8h, à pas d'heure, avec les derniers, un peu décadents. Je me souviens d'un auteur POL, dont je tairai le nom, qui était tombé en traînant avec lui un plateau de fromage, il était tombé sur un camembert. Bon, c'était assez décadent, mais assez drôle, il faut dire. Puis après, on a commencé à organiser les séances de présentation des rentrées POL, les rentrées littéraires. Donc il y avait je ne sais pas si c'est les libraires ou enfin il y avait plein de professionnels du monde de la littérature. Et il y avait des auteurs, bon ça dépendait de l'année, qui venaient lire des extraits, parler un petit peu de leurs livres. Et ça, on l'a fait peut-être de 2014-2015 jusqu'à la fin de Paul, en fait, jusqu'à la mort de Paul. Nous aussi, il faut rappeler aussi qu'en 2019, juste après l'année suivante, on a perdu l'espace, puisqu'on ne nous a pas renouvelé le bail. Et du coup, il n'y avait plus Paul, il n'y avait plus d'espace, il n'y avait plus EOF, il y avait bon, pas plus rien, mais il y avait beaucoup moins qu'au début. Petit à petit, EOF, la galerie EOF était devenue un peu le club de POL. Déjà expliquer un peu EOF. Si vous cherchez par internet, vous ne trouverez pratiquement rien, à moins que quelque artiste ait mis quelque chose, puisque nous tenions à que ça soit un espace, je dis pas secret, mais très un peu secret, un peu en dehors on n'essayait pas de faire beaucoup de publicité. Donc les fêtes POL, les réunions POL ont commencé, et je ne sais plus qui a eu l'idée, bon, peut-être entre nous, entre plusieurs, entre Paul Tchaikovsky, Jean-Paul Hirsch, Emmanuel Carrère, Serge et moi. On a commencé à organiser des séances de projection un dimanche par mois qui s'appelait Ciné-Off, Ciné-Off. Et chacun, à tour de rôle, invitait, soit choisissait un film, soit choisissait invitait quelqu'un pour qu'il choisisse un film. Ça pouvait être un directeur de cinéma, un réalisateur, je veux dire, ou quelqu'un qui proposait un film. Alors on faisait des projections qui étaient toujours accompagnées. Il y avait deux niveaux et off. En bas, il y avait l'espace de projection. Et en haut, il y avait l'espace de réunion. Et là, chacun apportait une collation avec une phrase. Il faudrait que je me rappelle. Je vais la lire parce que c'est impossible de me rappeler. Donc vous êtes invité à la projection EOF. Le film sera suivi d'une petite collation pour la profusion de laquelle vous êtes amicalement sollicité. Et ça, c'est de 2015 à 2017. Donc chacun menait vraiment, il y avait vraiment de très choses très bonnes, et on finissait, ça dépendait de la séance et de la soirée, en général en dansant. Il fallait voir Paul Tchaikovsky danser, c'était un danseur exceptionnel, c'était une sorte de marionnette désarticulée post-punk. Il avait une façon de danser très particulière, parce qu'il se déglinguait, il y avait tous les membres qui jouaient comme ça, c'était assez drôle. Aussi avec Paul et Eof, et avec moi et avec Serge, il y a une histoire avec le cinéma de Paul. C'est une question que je lui posais souvent, mais Paul, avec la capacité, la culture, la capacité, ton français magnifique, pourquoi tu n'écris pas? Bon, il était hors de question qu'il écrive, il pensait qu'il y a des auteurs pour écrire et lui pour les publier. Mais un jour, il a eu l'idée de faire un film, de réaliser un film avec Amy, puisqu'Amy réalisait avec la caméra, il prenait le son, il s'était acheté une petite caméra, un micro, et c'était en 2007. Il avait commencé à tourner Sablé-sur-Sarthe,
et qui est une histoire, c'est son premier film, qui est une histoire où il raconte un peu, c'est dans le titre, c'est un auteur péol qui avait dit, mais sa blessure Sartre, sa blessure, il narrait ou racontait sa blessure, la blessure de Paul, puisque, je l'ai déjà dit, il était quand même assez secret, assez mystérieux, assez réservé, et évidemment il avait une blessure d'enfance, à part une blessure d'une histoire personnelle assez compliquée. Donc ce film, d'ailleurs où le protagoniste avait été représenté par une marionnette très belle et très touchante faite par Gisèle Vienne, qui était une sorte de petit adolescent avec une carreau et un petit jean, vraiment un très très joli personnage qui lui ressemblait vraiment, même à son âge, même à je ne sais pas quel âge il avait. Mais c'était vraiment lui, et avec ce personnage de fiction, il a reconstitué l'histoire de son enfance. Donc ce film, on a fait une avant-première à la galerie, un peu comme dans les présentations, dans les projections. Et quelques années après, il m'avait montré un scénario qui parlait de la mort. Il avait tourné quelques images avec des fleurs, mais il n'était pas vraiment convaincu. Et peu de temps après, il a été, on va dire, il est allé au fond de lui-même, et il s'est décidé à écrire, à réaliser un film sur sa vie d'éditeur. Un film qui s'appelle Éditeur. Et là, cette date, je ne peux pas l'oublier, qu'on avait tourné en 2015, puisque le jour, le 13 novembre 2015, quand on tournait des scènes pour le film Éditeur, où il avait reconstitué une sorte de cabaret dans un sous-sol, c'était la galerie où il y avait des auteurs, il y avait Anthony, il y avait des sortes de femmes un peu fatales, il y avait Vibeke, toute maquillée, bon, c'était comme une sorte d'antre un peu de mafieux. Donc ça, c'était le 13 novembre 2015, on tournait ces scènes, et quand on est sorti, les rues étaient vides, tout était très étrange, et en arrivant à nos respectives maisons, on a appris qu'il y avait eu les massacres du Bataclan et les massacres des terrasses de Paris, et bon, le stade Saint-Denis, etc. Donc on devait tourner une deuxième séquence là avec d'autres acteurs où c'était plus le procès de Jean-Marie Le Pen avec Mathieu Lindon, une reconstitution avec Jean-Paul Hirsch en avocat qui répétait tout le temps je proteste ou quelque chose comme ça. Il y avait plein d'auteurs POL comme ça sur de rangées, et cette séquence on a dû la tourner un peu après parce que évidemment le lendemain du 13 novembre tout le monde était choqué, les rues étaient vides, c'était pas possible. Mais comme Paul avait loué du matériel pour d'éclairage et de son, je ne sais plus, un matériel technique, on a dû le tourner très vite, et c'était vraiment un tournage assez étrange, puisqu'il y avait la joie de tourner dans un film avec Paul, de se voir tous réunis, c'était vraiment très drôle, très sympathique. On avait commencé tôt le matin, on prenait des cafés. Et il y avait le poids, évidemment, et les conversations étaient uniquement centrées sur le massacre qu'il y avait eu. Sauf qu'Hippo Madrid s'est assez bien passé. Il a été traduit à l'espagnol par Sexto Piso, par une maison d'édition mexico-espagnole. Je suis parti à Madrid, c'était à Noël 2017 ou quelque chose, je ne sais plus. Non, 2015, bien sûr, 2015, parce que c'était l'année des attentats. Je suis parti à Madrid présenter le Sauf Hippo Madrid en espagnol, qui s'appelait Arde Madrid. Et à Madrid, j'arrive le jour des Rois Mages. La nuit de Rois Mages en Espagne, c'est en particulier à Madrid,
c'est la reine des fêtes, parce que c'est la fin de Noël et tout le monde, c'est vraiment la fête des fêtes, et tous les parents laissent les enfants en train de dormir et ils vont pas acheter les cadeaux, mais ils vont faire la fête pour le matin arriver et mettre les petits cadeaux. Bon, le jour des Rois Mages, j'ai une douleur horrible à la poitrine. J'étais avec Serge à la place Major, dans l'appartement où on vivait. On finit aux urgences. Et aux urgences, il y a un médecin, le médecin urgentiste, un jeune docteur de peut-être 30 ans, sud-américain, comme ça, très beau. Et il vient, il me dit, bon, c'est vous, Francisco Herrero. Écoutez, vous regardez la radiographie, vous avez une tumeur au poumon, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, c'est une question de mois tout au plus. Donc évidemment, choc, on me dit que je vais mourir, Serge était là, il dormait dans un fauteuil à côté de mon lit, mes sœurs, mon frère, tout le monde a commencé à venir, à Madrid, les voix courent très vite. Des amis d'école, des amis de la famille, des oncles, des tantes, des cousins, venaient me voir comme si j'étais un moribond, ce que nous croyons tous. Et 3 ou 4 jours après, quand on m'a donné les résultats des scanners et des essais très précis, et on m'a dit, en fait, non, vous avez une grosse pneumonie, mais ces taches brunes et noires, c'est un hasard, c'est des baves, on va dire, des baveuses qui se sont accumulées dans votre poumon. C'est pas du tout une tumeur, c'est un nuage, c'est une pneumonie. Donc Paul et Amy, qui avaient été au courant que j'allais mourir, Jean-Paul Hirsch, Jacinthe Hirsch, sont venus, sont accourus à mon chevet, comme on dit. Sauf que là, on savait déjà que j'allais plus mourir, et on a fait une grosse fête dans l'hôpital mémorable, puisque les hôpitaux à Madrid, c'est pas comme en France. Ils nous ont prêté une grande salle avec une terrasse au 8e étage, on voyait tout Madrid. Il y avait des nappes, des tortillas, chacun, des voisins, ma famille, chacun avait une tortilla, du chorizo, du vin. Donc on a fêté ma non-maladie, ma renaissance. Et je me rappelle que c'est 2015, puisque ce thème va être l'idée de El Clínico, du livre El Clínico. Ça commence comme ça, et après, bon, il y a d'autres histoires. Et je dis que je me rappelle que c'est 2015, puisque c'est ce 6 janvier, jour de Roi Mage, la nuit de Roi Mage, c'était les attentats de Charlie. Et c'est comme ça que commence aussi le Lambeau de Philippe Janson. Il commence la nuit des Rois Mages aussi, lui il fait la fête, il va au théâtre, je ne me rappelle plus très bien, il va au théâtre, et ce soir-là, c'est la catastrophe. D'ailleurs, dans le Clinico, je me suis dit, bon, je vais quand même écrire, parce que non seulement on m'avait dit, tu vas mourir, mais Serge me montre la radio ou la télé française avec son téléphone, et je vois que Paris, c'est la guerre, ou la catastrophe, ou l'horreur le plus absolue, en fait, inimaginable. Mais en revanche, je n'ai pas réussi à mettre... Je me suis dit, bon, écoute, je suis trop loin, je ne veux pas parler de... En plus, j'avais connu Philippe Janson qui avait écrit dans Libération. J'ai été incapable d'écrire sur cette horreur. Donc, comment dire, bon, j'ai écrit le livre, c'était 2015, je crois qu'il est sorti. Il est sorti en 2018, et je sais aussi pourquoi il est sorti en 2018. Parce que c'est la date, Paul Tchaikovsky est mort le 2 janvier 2018. Et moi j'avais rendez-vous avec lui le 8 janvier 2018 pour justement corriger comme il faisait. Tu vois, il avait je l'avais reçu d'ailleurs avec quelques trucs, donc juste pour fermer le manuscrit et l'envoyer à l'imprimerie. Et ce rendez-vous, je ne l'ai jamais eu, donc je n'ai jamais su les dernières impressions de ce livre. Et le livre, il est sorti en mars, et je me suis senti étrangement... Je suis complètement athée, mais bon, espagnol, formation catholique, je me sentais vraiment coupable d'être heureux en sortant un livre quand Paul était mort, Amy était veuve, seule, angoissée. Bon, c'était vraiment... J'ai très mal vécu la sortie
du clinico. Donc c'est un livre qui est là. Bon, les gens me disent ah c'est bien, c'est pas mal. Il a été aussi traduit par Dosman, une petite maison d'édition de Barcelone. Mais c'est comme je sais pas, c'est une petite frustration qui reste là. Le clinico et Paul, c'est vraiment en plus, et je pense que pas que pour moi, pour beaucoup d'auteurs, pour toi Jean-Paul, je suppose, pour Rémi, bien sûr, c'est le début d'une nouvelle ère, triste, et je sais pas, écoute, depuis qu'il est mort, c'est, pour moi, écoute, je sais pas comment dire, je sais pas comment dire, tu vois, je sais plus à qui, si un jour j'ai un problème, je sais plus, je suis pas du genre à demander des faveurs, mais je sais pas à qui avant je pouvais lui demander quoi que ce soit, sans aucune gêne. C'était la personne. Maintenant, écoute, je suis seul, bon, c'est une sorte de... On l'a beaucoup comparé, je l'ai eu, des choses d'auteurs qui l'ont comparé à un père, etc. Mais il y avait quelque chose de père, mais plus que de père, de père, d'être, écoute, je sais pas, il était vraiment très fort, quoi. C'était quelqu'un d'exceptionnel, on le sait tous. Hein. Et c'est Paul, écoute, il y a des personnes qu'on rencontre dans la vie, une ou deux comme ça, ben lui, ça en était une. Et bon,